nous y reviendrons. Toujours est-il que Royer Journaux avait publié à Londres une petite plaquette intitulée Nos et Noirs, et enfin, le texte se trouve là-dedans, mais non, je ne l'ai pas réédité séparément, ça aurait pu se faire d'ailleurs, parce que je connais Royer Journaux, j'aurais été ravi qu'on fasse un facsimilé de cette édition célèbre, mais cette plaquette commençait par les vers suivants, qui m'avaient signalé, j'avais 17 ans. Je me piquais de poésie, comme tout le monde quand on a 17 ans. Mais là, quelque chose m'avait arrêté d'une façon spéciale et je m'étais dit, voilà un poète. Nos et Noirs commençait par ces vers, un prisme ouvert, posé au hasard des chardons et nulle cause pour vivre. Et ça continuait comme ça pendant 8 ou 9 pages. Une fenêtre ouvre sur moi-même, elle donne sur un terrain vague. Je m'étais dit, il faut que je rencontre ce garçon. Et je m'étais mis en demeure de rencontrer ce Verdine parfaitement inconnu. Il avait 25 ans, il avait écrit ça au Maroc en 1963, ça avait été publié en 64, peut-être, je ne sais pas, à 200 exemplaires. Le texte était tapé à la machine à écrire. Comme c'était fait en Angleterre, il n'y avait pas d'accent sur les lettres, alors tous les accents avaient été posés manuellement après impression. C'était un objet assez rustique, de l'art brut, en quelque sorte. Et ce qui m'a mis en mouvement vers lui, alors que je ne savais rien de lui, c'est la simple lecture de ces 8 ou 10 pages. Comment peut-on bien rencontrer l'auteur inconnu de 8 ou 10 pages publié à 200 exemplaires? Eh bien, là encore, le hasard et la nécessité se prêtent main forte. À l'occasion d'une rencontre où des jeunes poètes de notre âge se voyaient une fois par an dans les Alpes de Haute-Provence, au-dessus de Nice, dans un petit village dans la montagne qui s'appelait Coarade, une année, je demandais à Cantona, de tous les gens que je rencontrais, s'ils savaient quelque chose de ce Verdine là. Non, personne n'avait jamais entendu parler. Et, chose extraordinaire, un jeune homme qui habitait Reims, en Champagne, qui est fort loin de tout cela, m'a dit, mais oui, je connais des Belges qui l'ont publié. Et en effet, Harding, qui a envoyé ses poèmes de volontiers tous azimuts, avait été publié dans une petite revue belge, avec laquelle ce champenois là était en rapport. Il m'a dit, par le biais de ces Belges, je pense pouvoir le retrouver. Et il savait qu'il venait d'arriver en France, où il vivait dans la banlieue parisienne, dans une petite ville de banlieue qui s'appelle Gennevilliers. Et quelques mois plus tard, il m'a dit, ça y est, j'ai les coordonnées de Verdine, nous avons rendez-vous à la fin de l'année, au mois de décembre, dans une brasserie en face de la gare de l'Est, là, à 14h. J'ai dit de vous dire, j'étais à l'heure au rendez-vous. Et lui-même était venu de Reims, Verdine était arrivé les poches bourrées de manuscrits, parce qu'on lui avait dit qu'il avait un chaud partisan et qu'il voulait le voir à tout prix. Et voilà comment s'est fait la rencontre. Et c'était vraiment une affaire d'amitié d'adolescente et de lecture d'adolescente. Sauf que il y avait quelque chose en plus qui était le talent en particulier de Verdine. C'est-à-dire qu'il était arrivé au rendez-vous avec un grand nombre de textes, plus j'en lisais, plus j'étais absolument persuadé d'être tombé sur un poète exceptionnel. Et moi j'étais pétri de Rimbaud, de Baudelaire, de Mallarmé, tout ça, mais là j'avais un animal vraiment résistant et consistant, et qui était de taille à donner la réplique à des auteurs très sérieux. Et notre rendez-vous avait lieu à 13 ou 14 heures, on en début d'après-midi, à 20 heures on était encore là dans la brasserie, vous voyez, bière sur bière et texte sur texte, on ne s'est plus quitté. On était devenus amis pour la vie. Et je suis parti de là avec un certain nombre de textes, en lui promettant de les publier, et ensuite je me suis employé avec des succès divers, mais enfin, avec des effets réels. Si bien que un effet de lecture de cette sorte, je voudrais bien insister là-dessus, en vérité n'a rien de hasardeux et n'a rien de contingent ou d'aléatoire. Il a une profonde nécessité. Ce qui est écrit sur un certain mode produit avec nécessité des effets d'une certaine sorte. C'est la seule sorte d'effet qui garantit à un texte de pouvoir être lu par un autre.
et étant lu par un autre, de pouvoir l'être par un autre encore. Car il n'y a pas de secret dans cette génération-là. J'en ai croisé des dizaines, et comme je suis un peu éditeur, je reçois toute la journée des manuscrits, mais des Hervin, je n'ai trouvé qu'un. Cette sorte de qualité, elle tenait à quoi? À deux sortes de facteurs qui, là encore, ne se rencontrent pas ensemble par hasard. D'abord, des facteurs subjectifs, qui tiennent évidemment à la personnalité tout à fait exceptionnelle de ce grand poète. Outre une énergie exceptionnelle, vous n'avez qu'à en lire les 3 pages pour vous en persuader, et il y avait aussi ce qui est beaucoup plus rare que l'énergie, car l'énergie, ça se rencontre assez facilement, y compris chez des tas de gens qui n'écrivent jamais. Outre une énergie exceptionnelle, il y avait une véritable science du texte. Et une science qu'il avait acquise quasi depuis l'enfance. Et il s'était familiarisé depuis les premières années de sa jeunesse avec la lecture des textes complexes de la grande poésie. Et il le raconte d'ailleurs très très bien. Il dit finalement, ce qui m'a conduit à la poésie, c'est l'influence spéciale d'un professeur de littérature qui m'a fait aimer les grands poètes. Et à l'âge de 17 ans, Hervin avait tout lu, mais lu de près, vous voyez, avec ardeur, avec profondeur, avec pénétration. Il était d'une intelligence fulgurante. Puis il avait une oreille de musicien. Et écrire de la poésie, c'est pas une affaire d'intention, et c'est pas le fait du sujet d'un discours quelconque. Il faut avoir une oreille spéciale et entrer dans une certaine cadence de la langue et être capable de se tenir dans cette cadence en étant à la hauteur des faits qu'on a l'ambition de produire. Quand on a formé son oreille à Rimbaud, à Racine, il avait lu des classiques, vous voyez, à Mallarmé, et Mallarmé qui est vraiment d'une complexité extraordinaire, il lisait ça tous les jours. Vous voyez, moi je me souviens l'avoir lu dans une chambre quasi de clochard, avec Mallarmé en pléiade sur la table de nuit, il lisait ça toute la journée. Ça crée un certain type de rapport à la langue, et une fois que ce rapport est devenu votre propre corps, évidemment, vous avez en main un outil qui n'est pas le violon ordinaire. Et Hervin avait possédé suprêmement cet outil. Il écrit d'ailleurs d'une façon littérale qu'il a utilisé la langue française comme un instrument, je serais porté à dire ici un instrument de musique, et il est devenu un expert dans l'usage de cet instrument. Donc, une grande science du texte, une oreille musicale exceptionnelle. À cela, sans quoi aucun texte singulier véritablement consistant ne peut être produit, vous ne faites pas d'illusion. La poésie, c'est comme la musique. Pour être Mozart, il faut s'être mis au piano à 5 ou 6 ans et être devenu un virtuose dans les 10, 15, 20 années de pratique, vous voyez, que requiert la véritable grande maîtrise et la véritable grande liberté dans l'usage d'un instrument complexe. Hervin, à 25 ans, était un vieux briscard. Et vous voyez Rimbaud qui arrête d'écrire à 25 ans, c'est dans la langue française un expert. Alors les gens disent, mais comment un gamin de 25 ans peut-il arriver à tirer des sons pareils de son outil? Et il ne faut pas oublier que Rimbaud, il écrit depuis qu'il a 7 ans. Alors quand on est Rimbaud, c'est-à-dire premier prix en vers latin depuis la 6e, et dans toutes les classes dans lesquelles il passe, il remporte tous les prix. Regardez le palmarès du lycée de Charleville, vous voyez. Premier prix de vers latin, première année, Arthur Rimbaud. Deuxième prix, premier prix de l'année d'après, Arthur Rimbaud. Il remporte pendant toute sa scolarité. Il avait un assouplissement à son outil, il s'est devenu un professionnel. Et à l'âge de 25 ans, Rimbaud n'avait plus rien à apprendre de personne touchant la poésie. Eh bien, dans le cas de Hervin, il y a quelque chose qui est du même ordre. Ce que recherchait Hervin dans son rapport à la langue, ce n'était pas ce qui pouvait présenter quelques caractères de familiarité ou de facilité, c'était le contraire. Ce qui présentait les difficultés les plus grandes, ce qui apparaissait comme une gageure, ce qui apparaissait presque comme de l'impossible pur. Alors là, il se frottait les mains et il se disait, ça, c'est un truc pour moi. Donc, Mallarmé l'intéressait davantage que Jacques Prévert, disons. Vous voyez, il y a deux registres possibles de l'usage de la langue.
Les choses simples, il savait déjà faire, ça n'intéressait pas. Il voulait des trucs vraiment compliqués, et on va voir pour quelle raison. Non pas pour faire compliqué, mais parce qu'il n'y avait que dans un certain registre de l'expression qu'il avait l'impression que l'art pouvait tenir sa promesse. On va en dire deux mots. Quelle était cette promesse? Eh bien, tout simplement celle d'ouvrir la possibilité à une autre possibilité de la vie. Car, outre cette expertise technique, vous comprenez bien, un grand écrivain, c'est pas simplement un manipulateur habile, même d'un instrument complexe. C'est tout à fait autre chose. Dans le cas de Verlaine, c'est un drame qui commande sa vie, je dirais, du premier au dernier jour, ou quasi du premier au dernier jour. L'existence de Verlaine a été déterminée d'une manière majeure en façon d'existence d'auteur par un événement qui n'est pas du tout d'ordre littéraire, encore qu'il avait fait, lui, une cause de littérature, c'est la répudiation de sa mère. Verlaine est né dans un tout petit village qui s'appelle Azro-Roideau, la Pierre du Mont, dans la région de Tafraout. Pendant 8 ans, il a vécu dans ce village. Ce sont rétrospectivement pour lui des années paradisiaques. Il vit dans la montagne, il écrit sans aucune anicroche avec la nature. Avec la nature dans sa totalité, les étoiles du ciel, l'eau du torrent, l'Ardanier, le Gecko, il décrit avec émerveillement la totalité des faits de la vie et du domaine de l'existence immédiate qui sont ceux de la vie d'un enfant dans un univers merveilleusement adapté.